Monsieur Shekumba, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo. Et donc, on veut savoir tout de suite où est-ce que vous en êtes concrètement avec les préparatifs. Merci beaucoup pour votre question. Je vous répondrai tout de suite que nous sommes prêts avec le préparatif et que nous allons bientôt aller en République démocratique du Congo pour déposer notre candidature. Alors, déposez votre candidature. L'enjeu politique sur le terrain se concentre autour du retour de Jean-Pierre Bemba de la Cour pénale internationale. Donc on pense qu'il y aura une coalition autour de Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que Shekumba rallie Jean-Pierre Bemba, peut-être pour augmenter les chances d'alternance? Je pense que j'use de ma liberté d'être congolais et de me présenter aux élections présidentielles. Et je dis que moi, je n'individualise pas le problème, je ne m'oppose pas contre les individus, mais je m'oppose contre la situation précaire dans laquelle vit la population de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui voit les choses de la même façon que moi, dans la façon de pouvoir sortir le citoyen ordinaire congolais de la précarité dans laquelle ils sont plongés depuis très longtemps, peut-être que nous pouvons coaliser nos forces pour gagner. Mais je ne vais pas individualiser les problèmes pour individualiser les solutions. Et que pensez-vous de Joseph Kabila lui-même? S'il est candidat à cette élection présidentielle, est-ce que vous allez concourir avec lui? Je veux concourir. Pourquoi? Parce que je pense que les Congolais sont matures et que les Congolais n'acceptent pas et ne veulent pas de la situation de précarité dans laquelle ils sont plongés aujourd'hui. Et ils vont profiter des élections pour pouvoir sanctionner les personnes et les politiques qui les ont plongés dans cette situation de précarité. Nous proposons non pas seulement une alternance politique, mais une alternative au système politique existant pour pouvoir, une fois, avoir la rupture dans la façon dont le pays est gouverné jusqu'à ce jour. Voilà, donc, je fais confiance aux Congolais et je crois que même si le président Kabila était candidat, cela ne m'empêcherait pas d'être candidat aux élections présidentielles du 23 décembre 2018. Et justement, autre candidature qui est attendue, celle de Moïse Katumbi, il est bloqué en ce moment pour des problèmes de passeport, a-t-on entendu. Pour vous, est-ce qu'il est congolais ou pas? Aucun commentaire sur Moïse Katumbi. Je fais confiance à la justice congolaise et je fais confiance aux institutions congolaises. Alors à présent, allons un peu plus dans votre programme politique, dans cette alternative que vous proposez aux Congolais. On voit que le secteur minier représente un énorme enjeu avec les cours qui reprennent sur le marché international. Alors, que proposez-vous aux Congolais sur ce plan-là en termes d'innovation pour leur permettre de gagner un peu plus dans ces matières premières que le Congo en est un pourvoyeur majeur au plan international? Je compte beaucoup plus sur les intelligences congolaises parce que la plus grande ressource d'un pays, c'est la ressource humaine. Avant de pouvoir voir les ressources naturelles de notre pays, nous devons d'abord préparer les Congolais à s'assumer. Je vais d'abord me concentrer sur la construction de l'homme congolais nouveau, capable de pouvoir se prendre en charge, ça c'est un. Et pour que l'homme congolais nouveau puisse se prendre en charge, il faut déjà qu'il puisse résoudre les problèmes des besoins primaires, notamment au moins 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais, les soins de santé, l'eau potable, l'eau chaude bien sûr, et l'éducation. Après cela, nous allons laisser les Congolais libres pouvoir changer la trajectoire de leur pays, notamment en s'occupant de comment ordonner, la commercialisation des ressources naturelles dont le Congo regorge d'énormes quantités. Donc, je mets l'homme au centre de ma politique. Il faut d'abord que l'homme soit capable de se défendre avant qu'il ne pense à pouvoir organiser sa société. Comme on dit en latin, primo manducare, secundo philosophare. En français, on dit ventre affamé n'a point d'oreille.
Et aujourd'hui, la plus grande arme qui détruit les Congolais aujourd'hui, c'est la famine. Il faut d'abord résoudre le problème de besoins primaires des Congolais et armer les Congolais pour qu'ils puissent se prendre en charge et qu'ils puissent voter de bonnes lois pour protéger leur pays et rendre leur pays profitable. Nous synthétisons notre politique en disant, nous nous engageons à mettre au minimum 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais. Voilà, ça c'est ce que nous prenons comme engagement avec les Congolais. Alors, 3 fois la nourriture sur la table pour des Congolais, accès aux soins de santé, cela demande des investissements. Il faut de l'argent pour investir dans ces différents programmes. Le président Joseph Kabila a augmenté de 10% les parts de l'État, la taxe en tout cas, sur les produits dans le secteur minier. Est-ce que si vous voulez dire que si vous êtes élu président de la République, vous n'allez pas prélever ces 10% en plus? En fait, il y a dans notre programme politique, nous parlons de 12 engagements. Et un des plus importants engagements que nous prenons, c'est le fait de pouvoir auditer l'État. L'audit de l'État va nous dire quelles sont nos sources de revenus, comment nous dépensons cet argent et de quoi avons-nous besoin pour pouvoir relancer l'économie congolaise et améliorer les conditions de vie de chaque Congolais comme nous le promettons dans notre plan de société. Alors, cela voudrait dire que pour l'instant, il n'y a pas de politique de relance économique de prévu, un coup de fouet à la croissance? En fait, je ne sais pas sur quoi ils basent leurs éléments. Il y a une très très grande différence aujourd'hui que j'observe. Moi, je viens du secteur privé, ok? Et dans le secteur privé, nous rationalisons la gestion de nos entreprises. Et nous allons utiliser le même outil de rationalisation de la gestion et de profitabilité des entreprises dans les services publics. En fait, le plus grand changement que nous allons apporter aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est d'utiliser les outils qui ont fait leur preuve dans la gestion des entreprises privées dans le domaine public. Ce que nous ne voyons pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les rapports de la Cour, la Cour de comptes en République démocratique du Congo, il y a des dépassements de budget de l'ordre de 208% rien que pour la présidence, alors que l'éducation a 0% d'exécution. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il n'y a pas un tableau de bord rationnel qui permet aux décideurs politiques de pouvoir suivre ou de pouvoir quantifier leur action dans chaque secteur de la vie publique. Et ça, c'est très important. Nous devons arrêter de gérer de manière artisanale nos États. Parce qu'en fait, nos États sont gérés de manière artisanale. Nous orientons le fonds où ça nous plaît et quand ça nous plaît, sans une rationalisation de la gestion. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas savoir si les actions qui sont menées dans, dans le secteur économique, de l'éducation ou de la démocratisation sont vraiment efficaces sans avoir des indicateurs clés de performance dans chaque secteur. Je n'ai jamais vu ces indicateurs clés de performance comme on le fait dans des entreprises privées. Pourquoi on n'utiliserait pas le même outil, les adapter dans la gestion de la chose publique pour l'intérêt de tout le monde? Alors, voilà, on va un peu sortir de cet aspect pour évoquer à présent la sécurité au Congo. Il y a une mission des Nations Unies qui est fortement critiquée par l'actuel président Joseph Kabila. Dans votre plan, quelle est la stratégie pour la sécurisation et la stabilisation de la République démocratique du Congo? En fait, la nature a horreur du vide. Et ça, je le répète. Si vous êtes incapable d'assurer votre propre sécurité ou de faire ce que vous devez faire, les autres vont le faire à votre place. Et donc, dans notre stratégie et dans nos engagements, il y a un point très important qui consiste à assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Et cette intégrité territoriale passe par la sécurisation
de nos citoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette sécurisation passe par le fait de doter nos services de sécurité et de renseignement des moyens nécessaires. C'est pour ça que dans l'un de nos engagements, nous disons que nous devons mettre en place une politique de tensions salariales de 1 à 10 entre le chef de l'État et les derniers agents de l'État, ça veut dire le huissier. Dès l'instant où nous pouvons traiter correctement les gens qui dorment dehors, qui sacrifient leur vie pour défendre nos frontières, pour défendre nos populations, nous allons très rapidement les encourager à pouvoir faire correctement leur travail. Et donc, l'amélioration des rémunérations de tous les fonctionnaires de l'État est une priorité. Parce que les dépenses de l'État sont beaucoup plus orientées vers le culte des personnalités individuelles des chefs d'État et des membres du gouvernement que vers l'amélioration des salaires de ceux qui protègent l'État, de ceux qui protègent la population. Voilà. Donc, la mise en place de la tension salariale de 1 à 10 entre les derniers agents de l'État, je dis le huissier et le président de la République, c'est quelque chose de très important et qui doit se mettre en route très, très rapidement. Voilà. Alors, concrètement, êtes-vous pour ou contre la présence des casques bleus en République démocratique du Congo? Écoutez, c'est le gouvernement congolais qui avait accepté la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. Les Nations Unies n'imposent pas la présence de ces troupes dans un État sans le consentement des dirigeants de cet État-là. Alors, pour ou contre, c'est un engagement pris par la République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo assume. Une fois élu président, je ferai l'évaluation de l'action de ces troupes des Nations Unies en République démocratique du Congo, et je prendrai la décision en fonction de l'évaluation que je ferai. Alors, pour sortir, avant de sortir, il y a toujours une question qui se pose sur ce que deviendra le président Joseph Kabila Kabange une fois sorti de la présidence de la République. Alors, quelle est votre position sur le statut des anciens chefs d'État? Êtes-vous pour une protection de ces derniers ou bien doit-il simplement redevenir de simples citoyens? Je pense que assumer les fonctions de chef de l'État d'un État, c'est beaucoup de responsabilités. Et un chef d'État a défendu beaucoup de citoyens par ses actions et a assuré la stabilité. Au détriment même de sa propre vie privée, n'est-ce pas? Au détriment même de sa santé. Et pour avoir rendu ses services à la République, ils doivent être protégés. En fait, je reviens encore à ce que je dis. Je n'aime pas individualiser les problèmes pour ne pas individualiser les solutions. Le président Kabila sera un ancien chef de l'État congolais qui ne sera pas Kabila, mais qui sera un ancien chef de l'État. Moi, qui compte devenir le président de la République demain, je vais aussi vouloir que je sois protégé de toutes mes actions et de tous mes actes que j'ai posés dans la protection de mon pays et de mes citoyens. Donc, je pense que les anciens présidents ont droit au respect et à la protection de leur pays. Alors, pour sortir, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la date des dépôts de votre candidature? Très bientôt. Et pour résumer votre offre politique en 12 points, telle que vous l'avez établie au début de cet entretien, est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus de précision sur l'offre, sur votre offre? En fait, il y a, dans la démarche, il y a ce qu'on appelle des actions et la finalité. Les 12 actes d'engagement, ce sont des actions à poser, n'est-ce pas? Mais la finalité, c'est mettre au minimum 3 fois la nourriture sur la table de chaque Congolais. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Pas à cause de la mauvaise gestion,
à cause de la corruption et à cause de l'individualisation, n'est-ce pas, de la gestion de l'État. Au lieu de penser à l'intérêt collectif, on pense à l'intérêt personnel. Donc le 12 engagement que nous prenons, c'est justement pour pouvoir, comment dirais-je, arrêter l'individualisation de la gestion de l'État et faire à ce que la gestion de l'État soit au profit de la majorité et non au profit des individus. Et si cette gestion de l'État est réellement faite au profit de la majorité et au profit de l'État, chacun aura au minimum 3 fois la nourriture sur sa table. Et là, nous pouvons dire que nous sommes passés du point mort à la vitesse 1, et ça sera à d'autres personnes qui viendront après nous de mettre la 2e vitesse et la 3e vitesse et la 4e vitesse pour que le Congo se développe. Monsieur Chekoumba, merci d'avoir accepté cet entretien. Peut-être un dernier mot. Je vous remercie tout simplement. Je vous donne rendez-vous en République démocratique du Congo. Nous serons en contact avec nos populations et nous nous adressons essentiellement aux oubliés de la République démocratique du Congo. C'est dont tout le monde a oublié, c'est dont tout le monde ne parle jamais. Ces enseignants qui n'ont pas de craie pour enseigner parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement, ces médecins qui n'ont pas de médicaments pour soigner les malades parce que l'État ne donne pas les frais de fonctionnement, ces militaires et ces policiers qui ne sont pas dotés des outils nécessaires pour faire leur travail et qui sont humiliés, n'est-ce pas? Et toutes ces populations congolaises incapables de manger au minimum 3 fois par jour, c'est à ces gens-là que nous nous adressons et c'est à ces gens-là dont je ressemble que je m'adresse et c'est pour eux que je pose ma candidature. Voilà. Merci.